Alors c'est un médecin que nous recevons aujourd'hui, médecin, mais pas seulement. Bonjour Paul Zeytoun. Bonjour, bonjour. Alors vous avez été médecin pendant de longues années, ça a été toute votre carrière Pratiquement toute professionnelle ma carrière, d'ailleurs, j'ai fait une carrière complète à l'hôpital. en tant que spécialiste de... Spécialiste des maladies digestives. D'accord. On vient d'en parler, vous me disiez que vous aviez dirigé, est-ce que peut-être que c'est cela qui vous a donné le goût de l'écriture, peut-être pas, mais vous avez en tout cas dirigé, lorsque vous étiez médecin, des collections? Oui, même après ma retraite, j'ai continué à diriger une collection de livres médicaux consacrés à la clinique, c'est-à-dire à l'abord entre le médecin et le malade. Et je l'ai fait dans plusieurs, j'ai pu faire des livres dans plusieurs spécialités. Et j'ai lu tous les livres qui ont été publiés et j'ai illustré tous les livres qui ont été publiés par un grand éditeur, Springer. Ensuite, la retraite arrive, La retraite arrive, et c'est à ce moment-là que... J'ai écrit un livre sur un cas d'une femme qui avait mal au ventre depuis l'âge de 20 ans et qui, à 40 ans, revoit un médecin qui a enfin le temps de l'écouter. Et j'écris donc une histoire qui, petit à petit, la personne, cette patiente, cette malade, m'emmène, qui avait une maladie qui n'est pas grave, bien sûr, m'emmène tout doucement vers une histoire qui est romanesque et que je ne m'attendais pas à écrire. J'ai trouvé une éditrice extrêmement intelligente qui a accepté de prendre à compte d'éditeur ce livre. Et voilà comment ça a commencé. Et une fois que j'ai commencé, je n'ai pas pu m'arrêter. J'ai eu des choses à exprimer, chaque fois sur une envie, sur un problème, sur quelque chose qui me touche personnellement. C'est ce que me disent tous les auteurs. Une fois qu'on a commencé, voilà. la machine est lancée, on ne peut plus l'arrêter. Hein. Dès qu'on a une idée, on en fait une histoire, un roman, un poème. Moi, je ne sais pas faire des poèmes. Alors, vous êtes auteur de combien Alors, je suis en train d'écrire mon 4e roman. Il est presque fini. Et j'ai écrit un livre de vulgarisation médicale qui s'appelle Mal de ventre. Et j'ai écrit ce livre de vulgarisation de l'écriture de romans qui s'appelle Guide de l'apprenti romancier. Alors c'est surtout celui-ci dont il va être question aujourd'hui. Alors moi je tiens à vous dire que c'est vraiment un ouvrage que j'ai trouvé plus que complet. J'en ai déjà lu quelques-uns de ces guides censés aider l'aspirant romancier ou écrivain à faire son petit bout de chemin. Tous sont plutôt déçus, on ressort toujours les bons vieux fonds de tiroir, des conseils éculés qui ne servent à rien ou qui sont complètement décalés par rapport à la réalité. En tout cas, je trouve que le vôtre, c'est vraiment un travail de fond et de fourmi. Il est très complet, c'est un guide vraiment qu'on peut conseiller, pas seulement aux personnes qui souhaitent entrer en écriture, mais aussi aux auteurs qui ont déjà publier des livres, parce que c'est truffé de conseils. Alors, à commencer par l'écriture en elle-même. Donc, au départ, on a envie d'écrire, mais il y a des mais. Tout le monde ne peut pas forcément le faire. Vous donnez des petits trucs, des petits tuyaux pour trouver sa voix, pour trouver son style. Je commence par dire que ce n'est pas vrai qu'il faut attendre d'avoir du talent, et que c'est pas avec du talent qu'on fait de bons livres. C'est avec beaucoup de travail et surtout une idée qui tient. Une idée qu'on a envie de mettre en avant. Et pas forcément du talent. Le talent, à mon avis, il vient après. C'est-à-dire qu'il vient à force de travail. Vous finissez par savoir comment tourner vos phrases, comment les rendre jolies, comment plaire au lecteur. Et alors, nous reviendrons, si vous voulez, sur le sens du lecteur, qui est une chose que j'ai mis au point avec les personnes avec qui j'ai parlé. Ils parlaient, eux, du sens du commerce. Moi, je parle du sens du lecteur. On en parlera, si vous voulez. Volontiers, parce que je suis très intrigué par cette formule. Donc ce désir d'écrire est là, on commence à écrire. Ensuite, tout un cheminement, c'est bien plus compliqué qu'on l'imagine. Il va bien falloir vendre à un moment ce livre. Donc il y a, je ne sais plus combien, 1700 au moins maisons d'édition en France, si ce n'est plus. Je n'ai plus le chiffre exact en tête. Certains sont spécialisés, d'autres non. Il y a des généralistes, un petit peu comme dans la médecine. Mais encore faut-il savoir à qui envoyer son manuscrit pour ne pas... ou son tapuscrit, le vilain mot qu'on emploie aujourd'hui, puisqu'on n'écrit plus à la main, mais via un clavier généralement. Donc envoyer son tapuscrit. Encore faut-il savoir à quel éditeur l'envoyer. Donc là aussi, vous donnez des pistes. Je crois qu'il faut... Et, pardonnez-moi de vous interrompre, vous mettez aussi le lecteur en garde contre certains pseudo-éditeurs. On va commencer par les grands éditeurs, enfin les éditeurs à compte d'éditeur. À compte d'éditeur, ça veut dire qu'il prend votre manuscrit, vous lui donnez les droits, tous les droits, et en échange, il vous donne un pourcentage qui est de l'ordre de 10%. Et il a pris en charge votre manuscrit. C'est lui qui le met dans les librairies. C'est lui qui l'envoie aux bibliothèques. C'est lui qui fait le dépôt à la Bibliothèque nationale, etc.
Il fait tout, c'est lui qui trouve, d'ailleurs, il est responsable du titre, car il va pas forcément accepter le nôtre. Il est responsable de la 4e de couverture, il ne va pas forcément accepter celle que nous lui donnons. Et cet éditeur-là, il travaille à compte d'éditeur. Vous n'avez pas un sou à débourser, mais vous touchez seulement 10%. En gros, un livre vendu 15 € rapporte à l'auteur 1 €. Je crois qu'il faut savoir que à peu près les livres en France sont vendus entre 200 et 300 exemplaires. On ne nous parle que des gens qui vendent des millions et des millions qui sont traduits à l'étranger. En fait, ce n'est pas la majorité des auteurs. La majorité a vendu 200 ou 300 exemplaires. C'est une fausse idée aussi que celle de l'écrivain richissime. Ils sont une petite poignée. Je dis même dans le livre que autant jouer au loto, après tout, c'est plus facile. Ça ne fait pas plaisir, mais c'est plus facile. Donc voilà comment c'est. Ça, c'est à compte d'éditeur. Il y a ensuite à compte d'auteur. À compte d'auteur, c'est vous payez pour faire éditer votre livre. Tous les éditeurs à compte d'auteur ne prennent pas n'importe quoi. Ils font un certain tri quand même. Mais il faut qu'ils se rémunèrent. Et ils se rémunèrent avant de mettre votre livre dans le commerce. Ça veut dire que vous allez payer pour être édité. Ça veut dire que, dit vulgairement, vous allez payer pour avoir votre nom sur la première page d'un livre. Drôle de paradoxe quand même, ça. C'est un peu ce qui risque d'arriver parce que je dis parfois que je dis parfois, et tout le monde le sait, lorsqu'il y a un désir, il y a forcément un marchand. Et lorsqu'il y a des marchands, malheureusement, certains vous font payer très cher. Voilà. Donc, il faut faire très attention. Quand on lit sur Internet « éditeur cherche talent », on se sent visé. C'est-à-dire qu'on se dit « il cherche un talent, et moi j'ai un talent, donc je vais aller vers lui ». Et lui, il essaye de vous faire payer, disons, 1000, 2000 exemplaires, c'est-à-dire très cher. C'est un petit peu jouer sur l'ego des gens, ça, parce que vous êtes encore plus perdant avec cette formule-là. Mais beaucoup de gens s'y laissent prendre, et nous sommes tous à risque. Nous sommes tous à risque. Et oui, bon, c'est comme ça. Mais finalement, le plus gourmand dans l'histoire, alors j'étais très surpris de voir un petit camembert reproduit dans votre guide. Donc vous venez de le dire, l'auteur perçoit 10% des ventes en général, l'éditeur 20%, c'est un petit peu aussi compréhensible dans la mesure où il y a des frais générés, etc. La partie fabrication va coûter 15% des sommes investies, 8% pour la diffusion, 12% pour la distribution. Et alors là, le point qui, moi, vraiment m'a choqué, 35% des gains reviennent au point de vente. C'est énorme. Ah bah oui, c'est point de vente qui ne fait rien d'autre que finalement poser un livre dans un rayonnage. Point de vente. Ils posent un livre dans un rayonnage. Ils sont ouverts sur le public. Ils ont du personnel qui lit ou qui ne lit pas, mais en général qui lit quand même parce que les bonnes librairies. En gros, j'ai vendu 7 ouvrages. 45 €. Il y a 3 livres. J'ai vendu à la FNAC. C'était 45 €, quoi. Et la FNAC m'a versé 20 €. Je ne sais pas si vous voyez. Et ils prennent donc ce qu'il faut pour faire tourner leur boutique. Moi, je rentre pas, je critique pas les gens qui gagnent de l'argent. Je suis content qu'ils en gagnent. Moi, je voudrais bien que les livres se vendent, que j'ai des lecteurs. Nous, on sort de nos personnages, on sort de notre bureau, on sort de tout ce de travail que nous avons fait, notre ordinateur qui s'est mis en panne, etc., etc. On voudrait que ça marche, qu'il y ait des lecteurs, et puis c'est tout. On ne cherche pas à discuter si un tel gagne plus. Bien sûr, mais sans vouloir critiquer, ce qui me surprend sincèrement, c'est cette différence entre celui qui se contente de prendre, on va dire, le produit fini pour le poser, et celui qui a mouillé le maillot pendant des mois, parfois des années, qui s'est donné du mal. Oui, vous avez, je sais, c'est comme ça, c'est une société de commerce, je ne sais pas, je ne pourrais pas l'expliquer, mais à partir du moment où vous proposez votre livre à un libraire, ben, il vous prend. Les libraires, en général, prennent... quand je vais directement ils me prennent 50%, quoi. Ça veut dire qu'ils me versent 50% du prix de vente, ce qui est beaucoup, hein.
parce que ce livre est auto-édité. Alors j'y viens. Je vais vous dire 2 mots de l'auto-édition. L'auto-édition, alors ça, il faut dire quelque chose de très important. L'auto-édition, c'est un auteur qui dit, je viens de sortir un livre, je l'ai envoyé au Seuil, à Gallimard, etc., aux grands éditeurs. Je ne trouve pas d'éditeur qui le veuille. Je renvoie à des plus petits éditeurs, ils me le renvoient au bout de 3 mois. J'ai perdu 1 an presque. Et là, je trouvais un imprimeur au coin de ma rue qui veut bien me l'imprimer. Et là, on le fait imprimer, on a son livre, on obtient 50 exemplaires si on veut, et on est auto-édité. C'est l'auto-édition. Le problème, il est que lorsque vous envoyez quand vous envoyez un manuscrit à un éditeur, il y a un tri qui est fait. On estime que l'éditeur garde 1 sur 1000, peut-être 1 sur 10 000. Ça veut dire qu'il y a là un tri très 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 fort qui a été fait. Quand vous êtes tout seul à faire votre impression, il n'y a aucun tri. Et c'est là le danger pour l'auto-édition. C'est de donner à vendre des livres de qualité médiocre, dans le style, dans l'histoire, dans les erreurs. Bon, je vais passer je ne vais pas vous raconter tout ce que j'ai lu. Mais je pourrais vous raconter des choses très amusantes. Et donc, l'auto-édition, son risque, c'est de ne l'avoir pas fait lire par un professionnel. Et il y a maintenant des professionnels de plus en plus qui vous disent « retourne à ton travail, tu n'as pas fini ». C'est bien de préciser, et vous venez de le faire en partie, que auto-édition ne signifie pas forcément amateurisme. On peut aujourd'hui envisager des choses de manière très professionnelle. Très bonne auto-édition. On peut choisir l'auto-édition. Proust, il y a eu 2-3 refus, a été commencé par l'auto-édition. Il n'y a pas de honte. Le problème, c'est que c'est tellement facile d'écrire maintenant avec les ordinateurs, c'est tellement facile de mettre en page. On croit qu'il suffit d'imprimer pour avoir un livre. Et effectivement, on imprime et on a un livre. Mais alors c'est là qu'on vient au sens du lecteur. Il faut apprendre à écrire. Et ce qui est particulier dans l'écriture, c'est que c'est au fur et à mesure que vous écrivez que vous améliorez votre écrit. C'est le plaisir vient en même temps que beaucoup de travail et beaucoup de répétition et beaucoup de travail. Elle vous le dira. Je pense que vous allez interviewer Élise Fischer et elle va vous le dire. Voilà. Donc, je crois que là, il faut vraiment... On est en situation d'apprendre à écrire, et écrire, ça s'apprend. Il ne faut pas croire que c'est le talent qui tombe du ciel, qui fait de l'auteur un personnage, une espèce d'empereur avec une grande cape, etc. Pas du tout. L'auteur, c'est quelqu'un qui a bossé. Il suffit de lire par exemple, il y en a d'autres. Il suffit de lire la correspondance de Flaubert avec Louise Collet pour savoir qu'il souffre en écrivant Madame Bovary, et il le relit, et il le lit à son ami, etc., etc. Voilà. Et le sens du lecteur, c'est de savoir qu'est-ce qui peut intéresser le lecteur. Le même Gustave Flaubert dit que lorsqu'il décrit un décor, c'est pas pour le décor. Il faut que le décor s'intègre dans l'action. Ça veut dire qu'en fait, il faut que le lecteur soit pris en permanence et sente que ça avance. Voilà. C'est ça le sens du lecteur. Alors, cette idée d'avoir écrit ce guide, d'où est-ce que ça vous est venu? C'est au gré des rencontres de confrères auto-édités, avec des confrères auto-édités, que vous vous êtes dit, il faut les aider, il faut leur apporter mes lumières, parce que vous naviguez un peu dans ce domaine aussi depuis un certain nombre d'années. On parlera tout à l'heure de Loi Plate, par exemple, avec laquelle vous êtes en contact, avec laquelle vous travaillez également. C'est une association, Loi Plate? C'est une entreprise. C'est devenu une entreprise, d'accord, qui est là essentiellement pour aider les auteurs débutants et les auteurs auto-édités, leur éviter les pièges, etc. Voilà, donc d'où est venue cette idée au départ de pourquoi avoir écrit un guide de l'apprenti romancier? Pourquoi ce choix de vouloir aider les autres? Je recevais de plus en plus, parce que je suis lecteur aussi pour des maisons d'édition, on me demande mon avis. Et je donne mon avis qui n'est jamais, ça vaut rien, allez vous faire voir, jamais. C'est toujours un avis motivé, le plus possible de détails et en même temps un travail sur l'ensemble. Et encourager le lecteur, l'écrivain, à réécrire certains chapitres. Et à force de recevoir, je me rendais compte qu'ils ne savent rien.
Ils ne savent rien, ils ne savent pas comment écrire. Ils ne savent même pas ensuite comment il faut faire, parce que j'ai été en contact avec beaucoup de gens qui voulaient publier. Ils ne savent pas comment publier, ils ne savent pas ensuite comment rencontrer des associations comme la PAC. Ils ne savent pas, ils ne savent rien. Et je me suis dit que c'est le moment pour moi, et je n'ai pas fait d'études de marché, pour moi c'est le moment d'écrire quelque chose pour eux. Voilà, j'ai eu envie d'écrire quelque chose pour eux. Et on écrit pour les autres, on n'écrit pas pour soi. Moi, je n'ai pas fait pour dire je vais gagner de l'argent. De toute façon, on ne gagne pas d'argent. On a compris que c'est pas en écrivant qu'on ne gagne pas d'argent. À moins de s'appeler... et encore. Oui, mais ça c'est exceptionnel. À part quelques locomotives, effectivement, la majorité des auteurs en France... Oui, mais c'est pas de cela qu'on parle. Moi, je voudrais attirer des gens vers l'écriture, en gros. Je n'écris pas ça pour les gens qui savent déjà écrire, les grands écrivains qu'on connaît, qui ont pignon sur rue, qui font partie d'un réseau complet, et qu'on s'arrache sur les plateaux de télévision, que les journalistes veulent voir, etc. Non, je ne parle pas de ça, je parle des braves gens qui ont des choses à dire, et qui ont parfois des choses très originales à dire, des idées très originales. Il suffit de fréquenter un atelier d'écriture pour savoir à quel point l'imagination, notre imagination à tous, est incroyable, c'est incroyable. Et quand je parle avec des gens, des fois, je me permets des petites allusions à des choses imaginaires. Et je m'aperçois qu'on me répond par l'imagination de la personne avec qui je parle. Et je ne m'attendais pas. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, je l'ai écrit pour que des gens qui ne savent pas comment faire aient le courage du silence. Ce que je trouve très intéressant, c'est que ce livre est écrit par quelqu'un qui a fait tout ce cheminement, oui. qui est arrivé à l'écriture après une carrière professionnelle qui était complètement différente de ce qu'il fait aujourd'hui. Et donc vous avez vécu tout ça, et c'est en cela que la plupart des conseils, enfin tous les conseils, j'ai envie de dire, même sont très judicieux, et éclairés, et vécus surtout. Alors la carrière professionnelle et l'écriture, on peut en parler un tout petit peu, pour dire que j'ai écrit beaucoup d'articles et même des livres dans ma profession de spécialiste des maladies de l'appareil digestif. Ça m'a appris à écrire du français plutôt compacté, plutôt simple, bien facile à lire. Il y a eu un inconvénient, c'est que le langage scientifique est terriblement rébarbatif. C'est illisible pratiquement pour quelqu'un qui n'est pas scientifique. Parce que les choses... Et donc ça c'est une notion qu'il faut savoir. Par contre, il y a un avantage. C'est que quand vous envoyez à une grande revue, une revue moyenne, un article, et qu'on vous le renvoie, on vous dit tout ce qui ne va pas dans votre article. Et nous sommes obligés d'avaler la couleuvre. Et il y a beaucoup de gens qui écrivent, je veux dire un roman, et qui sont incapables d'avaler la moindre couleuvre. Et donc, nous avons un avantage, c'est que nous avons appris que nous ne sommes jamais parfaits. En tant que médecin, je pense que c'est le seul avantage. Le reste, bon, j'ai appris à écrire, et puis mais j'ai un style au départ qui est relativement difficile, un style relativement lourd, un peu lourd au départ. Il faut relire pour alléger. Et puis tout à coup, ça s'envole. Et puis que vous lisiez avec plaisir. Alors là, tout va bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'écrire, donc je vais avoir besoin de quelques dictionnaires évidemment, bien sûr, mais je pense aussi de votre guide, parce que comme on le disait, il est vraiment plein de conseils très éclairés, parce que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que l'apprenti romancier, le futur romancier, il va avoir à endosser plusieurs casquettes, pas seulement celle de romancier, mais il va devoir quasiment mener de front toutes les chaînes de fabrication, de promotion, de diffusion, etc. Alors ça, c'est quand même un travail très compliqué pour qui n'est pas attaché de presse, pour qui n'est pas commercial. C'est quasiment impossible. On fait ce qu'on peut, on se trompe. L'idéal, ce serait qu'un éditeur prenne en charge la suite. Vraiment, vous avez écrit et vous occupez plus de rien. Malheureusement, on est souvent obligé d'y participer. Même des petits éditeurs vous préviennent qu'ils ne peuvent pas s'occuper de la diffusion. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le faire savoir. Ils envoient à quelques librairies qu'ils connaissent, pas loin de chez eux, etc. Et puis ils vous laissent faire. Et vous devez vous débrouiller, même avec des petits éditeurs, à compte d'éditeurs. Donc il y a tout un problème là au milieu de tout ça, c'est très complexe. Ben oui, je crois que c'est très dur pour nous de quitter les personnages et le bureau
Et puis d'aller se coltiner avec les salons du livre, avec des gens qui viennent. Moi, souvent, les gens dans les salons du livre viennent m'expliquer que la médecine ne sert à rien et qu'ils préfèrent boire des tisanes. Ce à quoi je leur réponds en général que lorsqu'on est en bonne santé, effectivement, la médecine ne sert à rien et que les tisanes font beaucoup de bien. Ou alors, ils me parlent du roman qu'ils vont écrire et là, j'arrive plus à les arrêter. Bon, ben voilà, c'est tout. Alors, il y a un kit de survie pour toutes ces personnes qui vont être amenées justement à porter plusieurs casquettes. Il y a votre guide, mais autour de ce guide, en complément, j'ai presque envie de dire en complément de celui-ci, il existe plusieurs autres ouvrages, dont beaucoup signés par Roger Gaillard d'ailleurs, qu'est-il exactement? Il est responsable de Loi Blanche. Il est responsable de Loi Plate, pardon. Il est responsable de Loi Plate, oui. Il est responsable. Il s'arrange pour être très difficile à joindre. On ne peut le joindre pratiquement que par email. C'est celui qui vous rappelle, j'en ai fait l'expérience. Ah oui, c'est vrai. Non, il n'y a pas de numéro de téléphone. Il y a rien. Et il vous rappelle avec un numéro caché, rien à faire. Vous pouvez pas... Et il a mis beaucoup de temps, il a mis 3 ans, je crois, pour faire son dernier Audace, qui est l'ensemble des éditeurs avec une appréciation pour chacun, ce qui est remarquable. Alors, Audace, c'est le guide à l'usage des auteurs cherchant un éditeur. Loi Plate, ça aussi pareil, c'est un sigle fou des auteurs cherchant, etc. Voilà. Bon. C'est l'Observatoire indépendant de l'édition pour les auteurs très exigeants. Très exigeants, voilà. Loi Plate. Alors, ce guide, vous les connaissez un peu, ces ouvrages qui sont soit... Je les avais connus avant mon premier roman, parce que à l'époque, j'avais acheté son premier recueil, et j'avais acheté aussi 2-3 livres qui faisaient éditer sur l'édition, etc., qui étaient très bien, mais il faut dire que j'étais perdu. On ne se rend pas compte, quand un auteur se met à écrire, à quel point personne ne l'aide. Et 2-3 personnes m'ont aidé, pas directement M. Roger Gaillard, hein, mais ceux qui a écrit là-dessus, et puis un confrère, un médecin effectivement, un confrère qui m'a dit 2-3 mots, hein, c'est tout. Il m'a dit comment il fallait commencer, comment il fallait faire. Et voilà, et c'est parti. Et je suis allé au Salon du Livre à Paris, et la 2e année, la personne qui m'avait vu l'année précédente m'a pris le livre. Alors moi j'ai lu quelque part que cet ouvrage Audace, qui est remis à jour tous les ans quasiment, hein, là on parle de l'édition 2013, j'ai lu quelque part qu'on le comparait au Gotemio de l'édition Un conte d'auteur. C'est vrai qu'on y trouve tout, c'est un ouvrage conséquent qui va recenser 1120 éditeurs et prestataires de l'édition. Hein. Il y a quand même 624 pages en grand format consacrées uniquement aux éditeurs potentiels. Donc là aussi une bible pour tous les nouveaux auteurs qui cherchent un éditeur. 677 éditeurs de romans, 521 de poésie, enfin tout y est indiqué avec un petit système d'étoiles et de tomates. Hein, un peu. C'est très bien, il y a des numéros, il y a des étoiles, etc. Alors, pour dire tout. Voilà. Il faut apprendre déjà la signification, puis après on avance de plus en plus vite et on tourne les pages pour essayer de trouver lequel correspond à ce que vous avez. Parce que ce qui est très bien, c'est qu'on vous conseille des éditeurs effectivement, mais on vous met en garde aussi contre... Voilà. Il y a des véreux on aussi vous dit la vérité. On vous dit la vérité, malheureusement. Il y a aussi des gens qui sont là pour vous, juste pour vous prendre de l'argent. Oui. Et Roger Gaillard n'a pas peur de le signaler, de l'indiquer, il a tout à fait raison. D'autres ouvrages également, on reviendra au vôtre tout à l'heure. Hein. On va juste présenter 2 ou 3 autres ouvrages qui peuvent compléter le vôtre, je trouve, de manière très intéressante. 150 questions sur l'édition. Ah oui, oui. Là, c'est aussi vraiment un incontournable, très très bien fait, les antisèches à l'usage des auteurs. C'est pas très grand, je l'ai à la maison. Oui. Il est écrit par Marc Autré et il est publié par Loi Plate. Toutes les informations vont être indiquées pour pouvoir commander éventuellement ou se renseigner sur ces ouvrages. Donc là, 150 articles qui répondent à des questions bien précises sur le domaine de l'édition. André Muriel, quant à lui, vous connaissez André Muriel peut-être, non, qui fait également partie de Loi Plate, qui travaille avec Loi Plate. Lui, il propose Ça fait livre, le guide des salons et fêtes du livre. Parce que quand on est... Ah oui, je l'ai acheté celui-là, oui, c'est vrai. Après, c'est vrai qu'il faut trouver, il y a tellement de salons. Moi, j'étais aussi surpris de voir qu'il y en avait autant en France. Ouais. Je ne pensais pas que les salons consacrés à la littérature étaient aussi nombreux. Alors, il faut dire une chose, c'est que la PAC vous envoie 2 fois par an les salons pour les 6 mois qui suivent. La liste complète.
et qui est mise à jour grâce aux différentes personnes. APAC, Association Plumes à connaître, qui est l'organisateur depuis pour la 2e année consécutive du Salon du Livre en hiver à Metz, en partenariat avec la municipalité de Metz. Alors, pour cet ouvrage, 508 fiches très pratiques, avec toutes les coordonnées des différents salons littéraires qui se déroulent en France. Ça fait livre d'André Muriel, également édité par Loi Plate. Et puis les 2 derniers, et non les moindres, Arlit, ça c'est l'annuaire des revues littéraires, parce que là, encore une fois, il faut ensuite faire parler de son ouvrage. Les médias, la communication, c'est important. C'est encore un ouvrage de Roger Gaillard qu'il a publié en 2010, encore une fois, sous forme de fiches. C'est souvent comme ça, ce sont des guides sous forme de fiches où tout va être indiqué, les coordonnées, encore une fois, les petites annotations qui permettront de savoir si on a affaire à un vrai professionnel ou à un escroc, coordonnées téléphoniques, adresses, fax, enfin, tout est bien indiqué. Des conseils pratiques, ce sont des études vraiment très très poussées. Il y a en tout 544 fiches monographiques dans cet ouvrage, Arlit, annuaire des revues littéraires. Et enfin, la revue Mode d'emploi, revue papier, revue en ligne, c'est de Jean-Jacques Nuel, également aux éditions de Loi Plate. Et là, c'est un ouvrage qui fait le tour un petit peu de tout ce qui existe en revue papier ou sur Internet. Conseillerais également un je ne le connais pas. On a vraiment de quoi faire sa promo, sa diffusion, tout en étant auto-édité. J'ai envie de dire, c'est pas... l'auto-édition, c'est pas un placard, hein, confirmez-le-moi, c'est une autre façon d'envisager les choses. C'est-à-dire qu'il y a des choses trappes un peu partout. Moi, j'en ai signalé quelques-unes. Là, depuis Calcre, c'était l'ancêtre début des années 2000, il y a une espèce de mise en garde contre notre ego. Au bout du compte, c'est notre ego, hein, c'est pas de la faute des gens. Les gens, on leur demande de nous publier. On leur dit, publiez-nous. Je vous en prie, j'ai un talent, je suis meilleur. Vous voulez payer? On dit oui. Et bon, c'est pas de notre faute. Et donc, ils nous mettent en garde contre, finalement, ces gens-là et notre propre ego. Mais, je veux dire, c'est extrêmement intéressant de savoir... Mais je ne connaissais pas les derniers que vous venez de citer. Là, je ne les connaissais pas. J'ai acheté, bien sûr, la liste des Audace. Indispensable. Oui, qui est très bien, qui est vraiment très bien. Ça, on le feuillette vite parce qu'une fois qu'on a compris le sens des sigles qui sont mis dedans, ça va très vite. Alors, ce fameux ego, moi j'ai entendu quelques auteurs auto-édités ou édités à compte d'auteur qui me disaient, moi l'auto-édition, je m'y sens très bien, je n'ai pas envie d'en sortir. Voilà. Alors, est-ce que c'est sincère ou non? Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain-là, je ne vais pas chercher de réponse à cette question, je ne sais pas. Mais est-ce qu'à votre avis, à un moment, il ne faut pas essayer de sortir de cette spirale de l'auto-édition? Si on est toujours au bout de 9 ou 8 livres dans l'auto-édition, est-ce qu'il n'y a pas des conclusions peut-être à en tirer? Qu'est-ce qui fait qu'on ne réussit pas à décrocher un contrat avec un éditeur ayant pignon sur rue au bout d'un certain temps? Il y a des personnes qui sont depuis 20 ans dans l'auto-édition, qui continuent à auto-éditer leurs livres et qui a priori ne sont pas prêtes d'en sortir. Alors, soit parce qu'effectivement elles n'ont pas beaucoup de talent, ou c'est mal écrit, ou ces raisons-là sont possibles aussi, mais j'ai rencontré des personnes qui vraiment, après c'est mon avis, ça reste subjectif, mais qui ont vraiment des talents d'auteur certains, dont quelques-uns ici au salon à Metz, et dont je trouve qu'ils devraient pouvoir réussir à sortir de cette spirale de l'auto-édition. Comment dire, l'auto-édition, c'est quand même une très 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 intéressante situation pour l'auteur, sur le plan du fait qu'on va faire un livre avec ce qu'il a écrit. C'est confortable. Il n'y a pas un éditeur qui va lui dire recommencer. C'est d'un rapport important, parce que il va vendre son livre à peu près 3 fois plus qu'il n'a payé l'imprimeur qui le lui a imprimé. Donc voilà les 2 avantages. L'inconvénient, c'est la qualité. Alors, comment voulez-vous que moi, je vienne dire, monsieur Untel devrait, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des livres que j'ai lus, auto-édités, où j'ai trouvé quelque chose d'extrêmement intéressant. Quelques-uns. Mais j'ai lu aussi des livres édités par des grandes maisons d'édition qui me sont tombés des mains aussi, il ne faut pas croire. Bien sûr. Faut pas croire. Donc, que conseiller
Moi, je crois que se dire qu'en faisant lire dans sa famille son livre, des gens qui vous connaissent, son manuscrit, faire lire son manuscrit par des gens qui vous connaissent, ce n'est pas une bonne solution. Parce que les gens vous cherchent dans ce que vous avez écrit. Les gens cherchent des fautes d'orthographe. Les gens vous ont corrigé 3 fautes d'orthographe, ils sont très contents. Et vous aussi. Ce n'est pas le problème. Il y a une conception d'ensemble qui ne peut venir que de quelqu'un dont c'est le métier. Et ces gens-là, ils existent dans les grandes maisons d'édition et dans toutes les maisons d'édition même, je peux dire, qui vont oser vous dire « recommence ça, ça c'est pas bon, recommence, refais ceci, refais cela ». Et donc, pour moi, je pense qu'il faut, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas hésiter à payer, je dis bien payer, quelqu'un dont c'est le métier, non pas de vous corriger vos fautes d'orthographe, mais d'avoir une critique littéraire de votre livre. Et moi, j'ai la prétention d'avoir fait un peu ça quand, par exemple, l'Association des plumes à connaître m'a demandé à relire certains manuscrits. J'ai essayé à la fois d'être positif et de critiquer les détails. Pourquoi ne le font-ils pas, comme les gens dont vous parlez, là, qui ont... Je pense que lorsqu'on est bien dans son fauteuil, dans ses pantoufles, on est bien. Et pourquoi voulez-vous qu'ils changent? Je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Il y a des couples qui se cassent tout de suite, d'autres qui durent. Je ne sais pas. Je ne peux pas dire pourquoi ils font ça. Mais moi, je crois qu'il faut faire lire par... Si ce n'est pas un grand éditeur, c'est au moins quelqu'un dont c'est le métier de vous lire et d'apprécier de façon professionnelle ce que vous avez écrit. Un littéraire, quelqu'un qui osera vous dire la vérité et qui est payé par vous. Et c'est pas quelqu'un qui vous aime, c'est pas quelqu'un que vous aimez, c'est pas... Non, c'est autre chose. Et pour moi, il n'y en a pas assez. Et je crois qu'on devrait pousser, comme vous dites. Si on devait les pousser, c'est leur dire, voilà, il y a monsieur un tel qui vous prendra 500 € pour lire votre manuscrit et va vous aider à faire mieux. Est-ce que vous voulez ou vous ne voulez pas? Vous pouvez faire passer dans des associations cette idée. Mais honnêtement, les auteurs sont très très discrets sur les problèmes d'argent. Je ne sais pas combien payent les auteurs. Il m'est arrivé de dire que pour tel livre, j'avais payé 600 € pour la relecture et que plusieurs personnes en chœur m'ont dit seulement. Ça veut dire qu'elles payaient je ne sais pas combien, moi. Je ne sais pas. Donc, les auteurs, on a beaucoup de mal de les pousser, ou dans le sens de payer un peu plus, ou dans le sens de ne rien payer. Voilà. Oui, j'ai l'impression que justement, ces pauvres auteurs, on leur demande toujours, dans tous les cas, de mettre la main au porte-monnaie. Ouais. Je pense à une amie, auteure, je ne vais pas la citer, mais elle a publié un premier roman qui est magnifique, qui a été édité par un éditeur ayant pignon sur rue, mais qui ne fait pas grand-chose quant à la promotion de l'ouvrage. Et cet auteur en question a déboursé 6 500 € en frais d'attaché de presse, alors qu'elle en a gagné 200 sur les ventes. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit, parce que beaucoup d'éditeurs, de grands éditeurs, ne font pas grand-chose pour ce qui est de la promotion des ouvrages. Pas tous, heureusement, mais il y en a de plus en plus qui se compliquent peu la tâche, qui se contentent de publier, de mettre en rayon, et sachant que ce qui sera vendu de toute façon couvrira les frais. L'éditeur du premier roman, La tête, le ventre et le médecin, a fait vraiment de très gros efforts personnels pour me mettre sur Internet. À l'époque, ce n'était pas des e-books, c'était seulement me faire connaître. Enfin bon, elle a fait beaucoup de choses, puis malheureusement, elle a vendu sa boîte à l'Harmattan. Les 2 romans suivants ont été faits par un éditeur très sympathique et très bien, que j'ai beaucoup apprécié, qui était excellent pour la correction, mais qui m'avait prévenu qu'il ne ferait rien pour la diffusion. Et il a tenu sa promesse. Il n'a rien fait. Et il fallait que j'aille, moi, dans les salons, que je vende, etc. Il m'encourageait pas financièrement, mais il m'encourageait du verbe à aller dans les salons. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi, c'est vrai, ils ne font pas grand-chose, même ceux qui vous publient à compte d'éditeurs. Ça, c'est vrai. C'est pour ça aussi, peut-être, que ça désespère un peu certaines personnes. Se dire, après tout, je vais faire ma propre promotion, je connais 3 libraires qui
me prennent mes romans, je connais une grande surface qui m'accepte pour venir présenter mon livre, etc. Donc il n'y a pas de problème. Ils ont peut-être raison, ils en tirent 200, mais au moins ils savent qu'ils vont les vendre. Moi, celui dont je vous parle là, je l'ai tiré à 200, j'ai presque fini de les vendre, tout seul en allant dans des... j'en ai donné une trentaine, j'en ai offert une trentaine, j'en ai mis en dépôt une trentaine, et tout le reste, je l'ai vendu. Ça fait plaisir quand même, je sais pas, si on est un peu commerçant, et nous le sommes tous en réalité, hein, il y a un petit plaisir de vendre directement par des gens. Il y a des gens qui m'écrivent, me disent comment je peux avoir votre livre. Envoyez-moi un chèque, je l'envoie tout de suite. Et d'ailleurs, je l'envoie avant de recevoir le chèque. Rien que pour montrer que je ne suis pas... Il y a un paradoxe chez les auteurs. Nous cherchons des lecteurs. Mais si on est honnête, on sait qu'on ne va pas faire fortune. Et même qu'on va plutôt débourser un peu d'argent. On cherche des lecteurs et on sait qu'on ne va pas gagner d'argent. Mais finalement, il n'y a pas d'autre solution que de vendre ces livres. Et c'est là où ça coince. On voudrait ne pas les vendre, mais si je donne les livres, ils n'auront aucune valeur. On est pris dans ce nord, nous sommes dans une société quand même mercantile. Si mon livre est donné comme aux étudiants, je n'ai jamais accepté qu'un laboratoire pharmaceutique se charge d'éditer mes cours pour d'offrir aux étudiants avec des publicités. Je n'ai jamais accepté. Parce que je sais que les étudiants, si c'est gratuit, le papier n'aura aucune valeur. Donc ils ont payé 1 euro, 2 euros, enfin l'équivalent à l'époque. Et c'est très bien comme ça. Et je refaisais tous les ans mes cours, etc. Bon, donc finalement, il faut bien reconnaître que nous souhaitons avoir des lecteurs et nous ne savons pas très bien comment les trouver. Voilà, nous ne savons pas très bien. Nous ne savons que vendre. Et bon, vendre... Nous voudrions qu'il y ait des gens... Alors, moi, j'ai fait un essai d'une attachée de presse. Malheureusement, c'est un fiasco complet. J'ai eu un article dans un journal électronique qui s'appelle Héros Tribune. J'avais mal lu, je croyais que c'était Herald Tribune le lendemain du jour où elle... Et c'était Héros Tribune. C'était un très très bon article, d'ailleurs, qui reproduisait la 4e de couverture. Et c'était très bien. Moyennant, elle a envoyé un livre, et puis ils lui ont fait un article, et je n'ai pas eu autre chose. Je ne vous dirai pas combien je l'ai payé, mais enfin, je l'ai payé assez cher. Alors pour conclure, l'apprenti romancier peut trouver vraiment toutes les informations pour bien démarrer sa nouvelle carrière, soit en entrant en contact avec l'APAC, Association Plumes à connaître, en se rapprochant également de Loi Plate, l'Observatoire indépendant de l'édition pour les auteurs très exigeants, et surtout en lisant votre guide de l'apprenti romancier. Toutes les coordonnées vont s'afficher à l'écran. Un guide qui existe sous forme physique, mais également... c'est un e-book également. On peut le trouver sous forme d'e-book sur Internet. Vous trouverez toutes les infos sur www.paul-zaitoun.fr. Voilà. Merci à vous, Paul Zaitoun, pour tous ces précieux renseignements, ces précieuses informations. Merci. Et j'espère que grâce à vous, de nouveaux romanciers potentiels réussiront à cheminer beaucoup plus facilement. C'est un grand plaisir que d'arriver à sortir ces idées, les mettre en forme pour qu'elles soient partagées. C'est comme si on faisait un très bon plat pour le servir à table. Voilà. J'espère que les plats seront bons et que grâce à vous, nous découvrirons de nombreux nouveaux auteurs. Merci encore. Merci. Si je donne les livres, ils n'auront aucune valeur. On est pris dans cette société mercantile. Si mon livre est donné comme aux étudiants, je n'ai jamais accepté qu'un laboratoire pharmaceutique se charge d'éditer pour l'offrir aux étudiants avec